Nous sommes en 2021, en Algérie, et plus précisément en Kabylie, à Azazga. Depuis le 1er février, une adolescente de la ville, répondant au nom de Kenza Sadat, est portée disparue. De façon assez surprenante, le même jour, une autre jeune femme âgée de 29 ans est également déclarée disparue à Okas. C'est une autre région de Kabylie qui se situe à environ 2 heures d'Azazga. Évidemment, nous sommes en 2021, donc les nouvelles se propagent extrêmement vite via les réseaux sociaux. Deux jeunes femmes qui n'ont a priori aucun lien l'une avec l'autre disparaissent du jour au lendemain. Et ce, le même jour. La population algérienne commence à se poser plein de questions. Que se passe-t-il dans cette région? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes femmes qui vont disparaître? Est-ce que c'est le début d'une horrible histoire d'un tueur en série? À ce stade, on se pose énormément de questions. Heureusement pour la deuxième disparue, plus de peur que de mal, car cette dernière est rapidement retrouvée saine et sauve. En revanche pour Kenza, le scénario n'est pas tout à fait le même. Les heures passent, les jours passent, mais pas la moindre nouvelle d'elle. Au bout de quelques jours, l'annonce de sa disparition a largement dépassé le prisme des réseaux sociaux. C'est toute la presse locale qui en parle, après que des avis de recherche aient été lancés officiellement. Alors d'abord, que savons-nous sur Kenza? On va essayer d'en savoir un peu plus sur elle. Kenza est une jeune fille de 17 ans qui a plein de rêves et de projets, comme toutes les jeunes filles de son âge. C'est une étudiante décrite comme calme et posée. C'est typiquement le type de jeune fille qui ne fait pas de vagues, comme on dit. Elle ne cherchait jamais les problèmes. Ses parents sont divorcés et Kenza vit seule avec son père de 70 ans. On ne sait pas grand-chose de son père, si ce n'est qu'il était anciennement agent d'entretien, puis chauffeur de bus. On sait également qu'ils ont déménagé depuis peu de temps dans un appartement de la cité de Chorfa, de Tizi Fliki à Azazga. Ici, on peut se demander pourquoi elle vit avec son père plutôt que sa mère. Eh bien, c'est juste parce que c'est le cas plus traditionnellement lorsque les parents sont divorcés. Et malheureusement, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Là, compte tenu de cette information relative à leur emménagement récent, on peut se dire peut-être que sa disparition a quelque chose à voir avec son nouveau voisinage. Un voisin bizarre peut-être qui aurait pu la croiser et lui faire du mal. Après tout, elle ne connaît encore personne. Peut-être qu'elle a fait une mauvaise rencontre, qui sait. Bien qu'elle ne vive pas avec elle, Kenza reste proche de sa mère. Elles se parlent et s'écrivent régulièrement. Mais depuis le 1er février, la mère de Kenza n'a plus aucune nouvelle de sa fille. Déjà là, c'était très louche. Ils s'envoyaient des messages régulièrement et du jour au lendemain, plus aucun contact. Ça ne présageait rien de bon. Un jour, 2 jours, 3 jours, 6 jours passent et le 7 février 2021, la mère de Kenza est très inquiète par l'absence de nouvelles de sa fille. Ça faisait déjà une semaine qu'elle avait disparu. La mère finit par se présenter au commissariat de police d'Azazga pour déclarer la disparition de sa fille. Le même jour, le père de Kenza va lui aussi se rendre seul de son côté au commissariat pour déclarer sa disparition depuis le 1er février. Concernant le fait que les parents de Kenza se soient rendus seuls indépendamment l'un de l'autre au commissariat, je pense que c'est dû au fait qu'ils soient divorcés et qu'apparemment ils n'ont pas géré conjointement la disparition de leur fille. Ici j'ouvre une petite parenthèse. Quand je parle des parents de Kenza, je dis souvent les parents de Kenza parce qu'on n'a tout simplement pas leur identité. Au vu de l'enquête, on n'a aucun prénom qui apparaît. En effet, la mère de Kenza était mentionnée avec les initiales MF. Et le père de Kenza avec les initiales S.S dans la presse locale. Alors déjà là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les parents ont mis beaucoup de temps avant de déclarer la disparition de leur fille. C'était beaucoup trop long. À la limite, concernant la mère, comme elle ne vit pas avec Kenza, on peut imaginer qu'elle se disait peut-être que sa fille ne donnait pas de nouvelles parce qu'elle était occupée. Mais concernant le père, il avait beaucoup moins d'excuses. Je sais pas, faut se mettre à sa place. Ta fille a disparu depuis une journée, déjà c'est flippant. 2 jours, 3 jours, aucune nouvelle? Franchement, je serais en train de m'inquiéter, mais laissez tomber. Aucune nouvelle de ta fille qui vient de disparaître depuis quelques jours, et toi, tu ne dis rien. Tu vas attendre au moins une semaine avant de faire quoi que ce soit. C'est beaucoup trop. D'autant plus que je le rappelle, elle était mineure. Donc étant mineure, ne pas rentrer à la maison pendant plusieurs jours, c'est quand même dingue. Enfin bon, il se rend quand même à la police 7 jours après pour déclarer sa disparition. Ça fait quand même très long. Après ici, je ne doute pas de l'inquiétude du père et de la mère. Je pense qu'ils étaient très inquiets de la disparition de leur fille, malgré tout. J'ajouterais même qu'on ne peut avoir que de l'empathie pour eux. Quoi qu'il en soit, revenons à l'enquête et on va creuser beaucoup plus. Le père est la dernière personne à avoir eu des nouvelles de Kenza. Il explique à la police que le 1er février, Kenza lui aurait dit qu'elle partait rendre visite à sa grand-mère et que depuis, il n'avait plus aucune nouvelle d'elle. Avec cette information, on pourrait penser qu'on tient là un début de piste.
Mais malheureusement, la grand-mère de Kenza n'a pas vu sa petite fille ni le 1er février, ni les jours suivants. Et apparemment, elle n'a pas été informée que Kenza devait lui rendre visite ce jour-là. Après, c'est vrai qu'en général, quand tu vas rendre visite à tes grands-parents, tu vas pas spécialement les prévenir. Tu vas par surprise et ça leur fait super plaisir. La plupart du temps, pas besoin de prévenir, tu vas directement et ils sont super contents. Mais dans le cas de notre enquête, si elle l'avait prévenu par téléphone par exemple, ça aurait énormément aidé dans l'avancement. Car en effet, à ce stade, il est impossible de déterminer si Kenza a réellement envisagé de se rendre chez sa grand-mère, mais qu'elle a eu un problème en chemin, si elle a menti à son père en lui disant qu'elle irait chez sa grand-mère tout en projetant de se rendre ailleurs, ou si elle a réellement dit à son père qu'elle allait se rendre vraiment chez sa grand-mère. Et en effet, peut-être que Kenza n'a jamais dit ça, et que le père a inventé. Toutes les hypothèses sont donc possibles, du kidnapping à la fugue, en passant par l'accident. Dans tous les cas, la police promet aux parents de faire de leur mieux pour retrouver leur fille saine et sauve, et ce le plus rapidement possible. Dans le cadre d'une disparition, plus les jours passent, plus les probabilités de retrouver le ou la disparue vivant diminuent. À ce stade de l'histoire, nous sommes déjà à 1 semaine de disparition, sans que Kenza ne donne aucun signe de vie. Mais vous vous en doutez, si je vous raconte l'histoire de Kenza Sadat aujourd'hui, c'est qu'on a fini par la retrouver. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous risquez d'être choqués. Les jours passent et la police est toujours en train d'enquêter sur la disparition de Kenza. Donc ils essaient de recueillir auprès de ses proches des informations qui pourraient les aider à la retrouver, mais ils n'obtiennent rien de bien concluant. Les enquêteurs se rendent aussi à Azazga, où vit la jeune fille, pour interroger son voisinage, mais là, à nouveau, rien. C'est même pire, parce que comme Kenza et son père ont emménagé depuis peu, ils sont inconnus. Personne ne les connaît dans le voisinage. Les habitants n'ont pas eu le temps d'apprendre à les connaître et de les voir. Ce qui est un peu normal, vous allez me dire, parce qu'ils étaient nouveaux. Les seuls habitants de la cité de Shorfa qui ont pu répondre aux enquêteurs leur ont dit qu'ils savaient qu'elle habitait avec son père au rez-de-chaussée de leur bâtiment. Ils disaient que Kenza était une jeune fille très discrète. Ils avaient donné plein de petites infos qui n'aidaient pas forcément à faire avancer l'enquête. Les jours passent et l'enquête piétine. Jusqu'au jour où le commissariat de Yakuren reçoit un appel. C'est l'appel d'une personne complètement paniquée. Et c'est cet appel qui va faire avancer l'enquête vers une sinistre issue. Nous sommes le 15 février et il n'est pas loin de 16 h, lorsqu'un berger du village de Yakuren a décidé de se rendre dans la forêt après avoir fait paître son troupeau. Il connaît les lieux par cœur et c'est une belle journée. Donc notre berger se balade tranquillement, quand tout à coup, quelque chose va attirer son attention. Aux abords de la forêt se trouve une décharge. Il n'en est pas sûr, mais il a l'impression de voir quelque chose. Quelque chose qui lui semble anormal, posé au sol, près de la décharge. Pour en avoir le cœur net, il s'approche encore un peu. Il a sous les yeux la pire chose qu'il avait vue de toute sa vie. Le berger a sous ses yeux une tête décapitée et un pied. Une fois qu'il a surmonté le choc qu'il venait de vivre, le berger a appelé immédiatement le commissariat le plus proche. Très rapidement, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux où les membres ont été retrouvés. En arrivant, ils ont littéralement une vision d'horreur. Car oui, même les policiers, pourtant habitués à voir des choses très dures, sont très choqués. Alors ici, soyez prêts, je vais vous donner quelques informations supplémentaires qui sont plutôt très choquantes. La tête détachée et son corps et le pied gauche retrouvé sont imbibés d'essence, et certaines parties portent des marques de brûlure. Et il s'agit de la tête et du pied d'une jeune fille. Donc bien évidemment, la gendarmerie sur place est au courant de la disparition de la pauvre Kenza. Ils ont en leur possession une photo d'elle. Ils doivent maintenant vérifier si la tête et le pied sont celles de Kenza. Lorsqu'ils comparent avec la photo, il semble bien que ce soit elle. Cependant, ils vont devoir confirmer tout ça. Et c'est la mère qui aura la terrible mission de confirmer si c'était bien la tête de sa fille. Je pense sincèrement que cette pauvre maman a vécu la pire chose de toute sa vie. Franchement, je peux pas imaginer dans quel état elle était quand elle a reçu ne serait-ce que l'appel de la police. Non mais juste imaginez une seconde. Après 2 semaines d'attente et d'angoisse, peut-être que c'était le jour où on lui annoncerait enfin une bonne nouvelle, qu'elle pourrait enfin récupérer sa fille saine et sauve au commissariat. Malheureusement, ce n'est pas ce que la police lui annonce. Bien au contraire, nous sommes très loin de la bonne nouvelle. La mère de Kenza va devoir identifier si la tête retrouvée appartient à sa fille ou non. Même en supposant qu'après l'avoir vue, la mère indique aux policiers qu'il ne s'agit pas de sa fille, est-ce que vous pouvez imaginer le choc et le traumatisme après avoir vu une tête sans corps? Je pense que ça laisse des séquelles à tout jamais. Cette mère de famille qui vit dans une angoisse sans nom depuis 15 jours se rend donc auprès des autorités pour identifier le membre retrouvé. Et là, elle le confirme. Malheureusement, il s'agit bien de Kenza, sa fille.
paix à son âme et Allah el Rahma. Après 15 jours d'enquête et de recherche, une partie de Kenza a enfin été retrouvée. Mais maintenant, il faut retrouver le reste de son corps, et surtout son tueur. Mais qui est le tueur de Kenza Sadat? Très rapidement, la nouvelle de la découverte des membres de Kenza Sadat a été rendue publique. Et bien évidemment, comme c'était prévisible, la population s'est fortement indignée et a condamné cet acte d'une barbarie sans nom. Pour le peuple, tuer Kenza revenait à tuer tous les enfants d'Algérie, car elle aurait pu être la fille de n'importe qui d'entre eux. Toute la population a été touchée et même blessée par cette horrible découverte. Les Algériens veulent maintenant savoir qui a été capable d'une telle cruauté et le voir puni pour cet acte ignoble. Très rapidement, après cette découverte digne d'un film d'horreur, tous les morceaux du corps de Kenza ont été envoyés à la morgue pour une autopsie. Et les autorités, quant à eux, ont repris de plus belle les investigations. Il n'y avait aucune personne dans l'entourage de Kenza qui avait un mobile pour vouloir la tuer. Par conséquent, est-ce que c'est un criminel en liberté qui aurait agi sans motivation directe à l'encontre de Kenza, mais juste dans le but de donner la mort à quelqu'un? Dans ce cas, est-ce que ça voudrait dire que Kenza aurait été juste au mauvais endroit, au mauvais moment? C'est toutes les questions que tout le monde se pose. Les hypothèses qu'on vient d'énoncer sont possibles, mais à y voir de plus près, une personne se démarque par son attitude, et cette personne est même devenue le suspect numéro 1. Il s'agit du père de Kenza. Pourquoi le père de Kenza, vous allez me dire? Eh bien écoutez, tout d'abord, la mère de Kenza indique aux policiers qu'elle porte tous ses soupçons sur lui. De plus, il est venu déclarer la disparition de sa fille à la police. Ça, c'était vrai. Mais il l'a fait au bout de 7 jours. 7 jours, c'est juste énorme. Pourquoi il aurait mis autant de temps? Moi, si j'ai une fille et qu'elle disparaît demain, et même au bout de 2 jours, allez, maximum, mais je pète un câble. J'appelle tout le monde, j'appelle la police directement. Enfin, je laisse pas ça couler, c'est trop bizarre. La police décide de l'interroger à nouveau, et cette fois, l'interrogatoire va être beaucoup plus musclé que la première fois. Mais avant de passer à l'étape de l'interrogatoire, le père de Kenza et les enquêteurs vont se rendre à son appartement pour une perquisition. Enfin, c'était pas trop tôt. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai découvert cette enquête et que j'ai compris que la police ne s'était pas rendue chez Kenza après la déclaration de sa disparition, je vous avoue que j'ai pas compris. Alors gros disclaimer, je ne critique absolument pas le travail de la police. Et je suis sûr qu'ils ont fait de leur mieux, mais je ne fais que donner mon avis. Je suis pas enquêteur, mais si demain je devais enquêter sur la disparition de quelqu'un, je peux vous dire que j'aurais fait autrement. Le premier lieu où je me serais rendu, c'est le lieu d'habitation de la personne disparue. Logique. Comme ça, tu vérifies s'il n'y a pas des indices ou des éléments qui pourraient t'aider pour l'enquête. Enfin bref, tout ça c'est très logique, mais ça n'a pas été fait correctement. Enfin bon, revenons à l'histoire. Donc le père de Kenza et une équipe de policiers et d'enquêteurs se rendent à son domicile. Et là, ils comprennent très vite qu'il s'agit de la scène du crime. En effet, le lieu regorge de preuves scientifiques et d'indices prouvant que Kenza a d'abord été assassinée, puis découpée en morceaux avant que son cadavre ne soit jeté dans la nature. Les policiers embarquent immédiatement le père de Kenza pour qu'il soit auditionné au commissariat. C'est potentiellement lui, le criminel. Et si ce n'était pas lui, il était forcément complice, parce que le lieu du crime, c'était son appartement. Directement, les enquêteurs expliquent au père de Kenza qu'ils ont trouvé des preuves irréfutables que l'horrible meurtre de sa fille a eu lieu chez lui. Ici, il ne s'agit plus d'une simple audition, mais il est désormais en garde à vue. Et bien évidemment, il l'invite à donner des explications et à tout avouer. Va s'en suivre des interrogatoires très musclés où le père de Kenza va nier être l'auteur du crime. S'il n'avait fait que nier, on pourrait se dire qu'il nie parce qu'il n'est tout simplement pas l'auteur du crime. Certes, la police a trouvé des preuves évidentes que le crime a eu lieu chez lui, mais pour le moment, ça ne veut pas dire à 100% qu'il est l'auteur du crime. En effet, le crime a très bien pu se passer chez lui sans qu'il en soit l'auteur. Mais comme je vous le disais, il ne faisait pas que nier. Il avait également une attitude pour le moins préoccupante, car il narguait les enquêteurs. Il leur répond avec un sourire narquois, et ce, jusqu'à l'aube. Pendant des heures et des heures d'interrogatoire, lui, il va se foutre de leur gueule. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ça. Le père de Kenza répond aux questions des enquêteurs en souriant, en les narguant. Compte tenu de son attitude, la culpabilité du père ne fait plus aucun doute pour les enquêteurs, et même pour moi d'ailleurs. Quand j'ai découvert cette affaire, je me disais que c'était impossible qu'un père qui vient annoncer le meurtre de sa fille, son enfant, la chair de sa chair, puisse réagir de cette façon, sauf si l'auteur du crime, c'est lui. L'aube arrive et le père de Kenza a dû sentir qu'il n'aurait pas d'issue, ou peut-être qu'il en avait juste marre de nier. Que ce jeu ne l'amusait plus, alors il a enfin avoué. Il a indiqué à la police que oui, il est bien l'auteur du crime de Kenza Sadat.
C'était lui, le meurtrier de sa propre fille. Après s'être rendu au commissariat de son plein gré pour déclarer la disparition de sa fille, et donc brouiller les pistes et se mettre à l'abri de tout soupçon, après avoir nié en bloc toute une nuit d'interrogatoire, le monstre de père de Kenza a fini par tout avouer. Il a donné les détails du meurtre et leur a même proposé spontanément de les mener au reste du corps de sa fille. Les enquêteurs ont eu le droit à un récit terrifiant et glaçant. Il leur a raconté avec calme et froideur qu'il a tué et découpé sa fille dans la douche de leur appartement en utilisant un outil tranchant. Puis il indique s'être tout simplement débarrassé du corps en le jetant proche de la décharge publique de la forêt de Yakuren. C'est exactement là où le berger l'a trouvé. C'est tout simplement monstrueux. Ensuite, comme convenu, il s'est rendu avec les enquêteurs à la forêt de Yakuren, où ils ont en effet trouvé le reste du corps de la pauvre Kenza. Son corps portait des traces de violence, dont une grave blessure causée par une herbe blanche. On ne peut qu'imaginer le calvaire que la pauvre jeune fille a vécu. Honnêtement, j'ai pas de mots, et je lui souhaite d'être au paradis. Vous devez sûrement vous demander pourquoi ce monstre a tué sa propre fille. Dans mes recherches, j'ai trouvé aucune motivation ni aucun mobile pour cet effroyable crime. Et je sais comme vous à quel point c'est frustrant de ne pas savoir. On a envie de savoir pourquoi tout ça s'est produit. Pour quelles raisons tout ça s'est déroulé. Mais malheureusement, il n'y a rien. Je vais vous citer ce que le procureur en charge de l'affaire a dit à ce sujet. Il a affirmé que le plus important, c'est son arrestation. Sa culpabilité établie est irréfutable. Le père a été mis en détention provisoire et il est accusé d'homicide volontaire avec préméditation en usant d'actes de sauvagerie et de guet-apens. Cette histoire est horrible de A à Z, mais le fait qu'on ne sache même pas pourquoi la pauvre Kenza a été tuée, ça la rend encore plus terrible. Quel père peut avoir la force de tuer sa propre fille, sérieux? Il y a des gens pour qui avoir un enfant, c'est le combat de toute une vie. Cet homme a eu la chance d'avoir cette bénédiction dans sa vie. Et lui, il va oser commettre un acte aussi cruel et ignoble. Mais si je vous dis que tout ça aurait pu être évité, je sens que ça va encore plus nous énerver. Écoutez, si la loi pénale en Algérie avait été différente, peut-être que Kenza Sadat n'aurait pas trouvé la mort. En effet, vous allez être choqués, mais le père de Kenza n'en est pas à son premier meurtre. Oui, vous avez bien entendu, il n'en est pas à son premier meurtre. C'est bien ce que j'ai dit. Le père de Kenza a également tué son fils. Avant de poursuivre, je vais vous donner plus de précisions concernant le contexte familial du père de Kenza. Il faut savoir que la pauvre Kenza est issue d'un second mariage. En effet, le père s'est d'abord marié une première fois et il a eu 6 garçons et 3 filles. Concernant le demi-frère de Kenza, le drame remonterait à septembre 2000. Shérif, âgé alors de 33 ans, dormait tranquillement alors que son barbare de père l'a froidement assassiné à coups de hache. La seule raison qui a été donnée pour justifier cet assassinat est la haine. Le père des défunts Kenza et Shérif est un être rempli de haine qui semble également présenter des troubles psychologiques. Suite à l'assassinat de Shérif, le père a été condamné à une peine de prison. Mais il a été libéré 1 an seulement après son emprisonnement. Il avait été gracié par le président Bouteflika. En Algérie en 2019, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika a accordé la grâce présidentielle à plus de 13 000 prisonniers dans le cadre d'un plan visant à désengorger les prisons du pays. Donc pour désengorger les prisons, chaque année en Algérie, des prisonniers, peu importe leurs crimes, sont remis en liberté. Et c'est ainsi que le père de Kenza a pu retrouver la liberté seulement quelques mois après avoir assassiné son fils. Vous vous rendez compte de la gravité de cette décision, d'avoir remis en liberté ce monstre? C'est pour ça que je vous ai dit précédemment que peut-être que si la loi avait été différente en Algérie à cette époque, Kenza serait sûrement encore vivante aujourd'hui. Aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de Shaina Hansi. C'est une adolescente de 15 ans, originaire de Maurice. Elle a les cheveux châtain foncé et les yeux noisettes. Elle vit à Creil avec ses parents Shakil et Parvin, et son frère aîné, Yassine. Et aussi, petite anecdote, Yassine, c'est le nom d'une sourate dans le Coran que je trouve magnifique. Si vous voulez l'écouter par curiosité, juste tapez sourate Yassine sur YouTube. Vous allez voir à quel point elle est magnifique et apaisante. Voilà, petite parenthèse terminée, on revient à notre histoire. Shaina apparaît toujours rayonnante sur les photos que l'on peut voir d'elle, le sourire aux lèvres. Elle peut sembler sur la réserve quand on la connaît pas, mais c'est une personne aimante, autant avec sa famille que ses amis. La jeune fille a une vie relativement normale jusqu'en 2017. Elle a alors 13 ans. Shaina est abordée à la sortie d'un collège par un jeune garçon, que l'on va nommer Sofiane, qui souhaite avoir son compte Snapchat. Ici, je tiens à préciser que je vais user de plusieurs noms d'emprunt dans mon récit.
À travers les articles et les sources que j'ai pu trouver, les noms ne sont pas forcément ceux des criminels. Enfin bref, on va donc les remplacer. En effet, les personnes qui sont intervenues dans le parcours de Shaina, étant mineures au moment des faits, je ne préfère pas avancer leur véritable nom. Normalement, les prénoms ne doivent pas être divulgués dans la presse. Et puis les articles ne renseignent pas les mêmes prénoms. Je vais donc tâcher d'être respectueux, même si vous le verrez, ça va pas être toujours facile. Bref, l'adolescente lui transmet ses coordonnées, et la discussion s'engage entre eux. Le jeune garçon se montre charmant au départ, prévenant, alors une relation débute entre eux. Puis ensuite il vient à la contrôler et use de violence contre elle. Un jour notamment, alors qu'ils sont ensemble, il frappe sa petite amie à plusieurs reprises. Il déshabille Shaina de force et prend des photos d'elle dénudée. C'est le début du calvaire pour la jeune fille. Sofiane lui fait du chantage. Si la jeune fille ne veut pas que les clichés se retrouvent sur les réseaux sociaux, elle doit accepter un rapport sexuel avec lui. Je tiens à faire un point sur la situation vécue par Shaina à ce moment-là. À aucun moment, la divulgation de clichés intimes n'est autorisée par la loi. Sofiane procède à ce qu'on appelle du revenge porn. Il s'agit d'une pratique où une personne souhaite faire chanter l'autre en utilisant comme pression la possession de photos ou vidéos à caractère intime. Cette pratique s'est de plus en plus répandue avec l'essor des réseaux sociaux. Depuis 2016, ce procédé est un délit punissable par la loi. Toute personne usant de revenge porn peuvent être condamnées à une peine de 1 à 2 ans de prison et une amende allant jusqu'à 60 000 €. Cependant, ce type de chantage joue sur la réputation des personnes victimes. Elles sont terrorisées à l'idée de parler, de dire que des vidéos ou des photos intimes existent d'elles. Au terme de plusieurs jours, Shaina accepte et un rendez-vous est fixé au 31 août 2017. Les deux jeunes doivent se retrouver à une polyclinique laissée à l'abandon. L'adolescente est accompagnée sur les lieux par une amie. Cette dernière n'assistera pas aux événements qui suivront. Shaina pénètre seule dans le bâtiment et elle découvre que Sofiane est accompagné. Le jeune homme agresse sexuellement l'adolescente, puis la viole. Elle est également violée par les 2 autres hommes présents. Une amie de Shaina retrouve la jeune fille en état de choc et griffée. L'adolescente soutenue par la famille porte plainte concernant les faits le jour même. Mais Shaina n'est pas crue par les autorités. Lors du dépôt de plainte, la policière note ne manifeste aucune émotion particulière. Quand tu vois ça, comment tu ne veux pas t'énerver, sérieux? On est censé nous protéger, mais quand tu demandes de l'aide, on ne te croit même pas. C'est tellement absurde. Shaina est questionnée sur les faits, mais n'est pas vraiment entendue. Une expertise psychologique est alors réalisée. La jeune fille aurait subi un frottement plutôt qu'une tentative de pénétration. Ces mots ne sont pas pris au sérieux, personne ne la croit. Et concernant le médecin légiste, ce n'est pas non plus convaincant. Même si de nombreuses blessures et ecchymoses sont constatées sur le corps de l'adolescente, l'introduction du rapport porte à nouveau sur le comportement de la jeune fille. D'après le médecin, elle ne semble ni triste, ni honteuse, ni ressentir de la culpabilité. La jeune fille parle et elle se déshabille facilement. C'est sérieux tout ça? Comme si une personne pouvait juger de ce que ressent une victime d'actes criminels. Car oui, déjà, si vous ne le saviez pas, c'est un médecin légiste qui doit pratiquer l'examen d'une victime d'agression sexuelle ou de viol. Et je vous avoue que c'est assez perturbant à savoir, sachant qu'en général, ce type de médecin est vu comme celui qui examine des corps de personnes décédées. Alors peut-être qu'il était étonné de voir que Shaina arrivait à s'exprimer. En quoi est-ce important de savoir si Shaina se déshabille facilement d'ailleurs? Ça n'a strictement aucun rapport. Et puis elle est auprès d'un professionnel de santé, et elle se sentait peut-être protégée car elle était dans une structure sécurisée. Ici on a beaucoup trop de jugements portés sur la victime, et non sur les faits en eux-mêmes. Un phénomène existe dans ce type de fait qui s'appelle la sidération. La victime est en état de choc, et elle ne réalise pas tout de suite la gravité de la situation vécue. Ce phénomène peut durer un temps indéterminé, plusieurs jours comme plusieurs mois. Et puis sérieusement, on a tous une manière de réagir sérieux. Là on voit clairement qu'il y a du jugement et qu'elle n'est pas prise au sérieux. Shaina n'a pas été crue lors du dépôt de plainte, car elle est vue comme froide lorsqu'elle raconte ce qui lui est arrivé. Je vous promets, je trouve ça fou que les policiers ne se sont pas rendus compte que Shaina était choquée, tout simplement. Elle était choquée. N'importe qui peut imaginer que cette situation anormale est difficile à vivre et même à comprendre. On se refait le scénario des faits dans sa tête et on se demande comment on en est arrivé là. Parfois les victimes se sentent même responsables de leur sort. Je tiens à préciser ici que non. Si vous vivez tout ça, vous n'êtes pas responsable. Ce sont les ordures qui vous ont fait vivre ça qui devraient avoir honte de tels agissements. Bien que la jeune fille ait répondu dans le sens de son petit ami, les photos sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas su trouver si la diffusion est intervenue suite à l'agression de Shaina ou dans les jours qui ont suivi. Mais une chose est sûre, tout ça n'aurait jamais dû se produire.
Le garçon à l'initiative de la rencontre est mis en examen. Sofiane est détenu 1 mois dans un centre pour mineurs avant d'être relâché. À sa sortie, il n'hésite pas à menacer de mort son ex-petite amie. Elle a osé porter plainte contre lui, donc il est fou de rage. Et bien que victime, la réputation de Shaina dans le quartier est faite. Shaina est vue comme une fille facile et il y a tout un tas d'insultes envers elle que je ne citerai pas. Shaina a été agressée, violentée, violée par 3 individus que l'on peut qualifier de monstres. Elle n'a que 13 ans et a déjà vécu une relation amoureuse chaotique avec le garçon l'ayant poussée à venir dans ce lieu abandonné. Elle est victime mais elle est vue comme la coupable. Elle est insultée, on lui porte la faute alors qu'elle n'a fait que subir. Le temps passe et la vie reprend son cours. La jeune fille tente de se reconstruire progressivement. Malgré les mauvaises paroles fusant dans le quartier où elle vit, l'adolescente n'efface pas sa personnalité. Elle est toujours en quête d'amour, d'interaction avec les autres et ne change pas son apparence. Shaina n'a pas à se cacher ou à rester enfermée chez elle. Elle continue à montrer qu'elle est présente. Mais cependant, Shaina n'est pas tranquille. Son ex-petite amie a toujours une présence dans sa vie. Il lui envoie fréquemment des messages où il exprime sa haine, son intention de lui nuire. Le 1er mai 2019, à nouveau accompagné d'une bande d'amis, Sofiane se rend dans le quartier où vit Shaina. L'adolescente est coincée dans un parc, avant d'être frappée par un individu à l'aide d'un bâton. Et Sofiane lui met un violent coup de pied au visage. Ce coup violent sera une source de fierté pour le jeune homme, assimilant ce coup à un penalty. Autant vous dire que c'était, et je vais pas mâcher mes mots, une vraie merde. Avec ce genre d'action, on voit un peu le personnage. Suite à ça, la jeune fille est directement hospitalisée. Sofiane est de nouveau mise en examen pour les faits de violence en réunion, menaces de mort ainsi que pour vol. Après ça, Shaina va changer de collège pour sa sécurité. La même année, Shaina fait la connaissance d'un autre garçon que l'on appellera Ahmad. Elle a alors 15 ans. Il a 17 ans et il est en terminale. La jeune fille tombe amoureuse, mais ce dernier ne partage pas ses sentiments. Il a été mis au courant de la réputation de Shaina, et il semble s'être rapproché d'elle dans l'unique but d'entretenir des rapports. Le couple, si on peut appeler leur relation telle qu'elle, se retrouve dans un cabanon à l'abri des regards. Quelque temps plus tard, Shaina décide de faire un test de grossesse. Elle devait se sentir inconfortable depuis plusieurs jours, et le test va s'avérer positif. L'adolescente est enceinte depuis peu. Elle en fait part à son petit ami qui est loin d'être satisfait de la nouvelle. Il est hors de question pour lui de devenir père, encore moins d'un enfant de Shaina. Le jeune homme demande à l'adolescente d'avorter. Celle-ci refuse. Elle souhaitait garder ce bébé, elle le voulait. Un matin, la famille se réveille et Shaina n'est pas à la maison. Elle a pris son téléphone mais ne répond ni aux messages ni aux appels de sa famille. Ses parents la cherchent pendant 2 jours. Pavi Nancy, la mère de Shaina, découvre alors le test de grossesse positif dans les affaires de l'adolescente. Les autorités sont prévenues et les recherches débutent. Il n'y avait aucune raison que Shaina s'en aille. Elle n'avait aucun conflit avec sa famille, donc il n'y avait pas de raison. Ils avaient fait récemment un voyage à Maurice, afin de revoir leur famille, amis, et tout s'était bien déroulé. Une autre jeune fille était portée disparue dans les environs, en même temps que Shaina, et il était nécessaire d'explorer chaque piste. Suite à une rumeur, les policiers s'orientent vers un cabanon de jardin de Creil. Le corps de Shaina est retrouvé sur les lieux, le 27 octobre 2019. Le cabanon, quant à lui, est parti dans un incendie qui s'avère criminel. Son frère a la difficile tâche de reconnaître les effets personnels de sa sœur afin d'identifier ce corps calciné. Lors de l'autopsie, il est découvert que Shaina respirait encore lors de l'incendie. Mesquina, ça fait vraiment de la peine. L'adolescente a été poignardée à plusieurs reprises avant que son meurtrier ne tente de faire disparaître le corps en imitant le feu avec de l'essence. On dénombre une dizaine de coups portés. 2 appels anonymes et un témoin auraient orienté les enquêteurs vers Ahmad. Un ami l'aurait notamment rencontré le soir des faits, et le garçon aurait révélé qu'il avait donné rendez-vous à Shaina pour la tuer. Le téléphone d'Ahmad n'a pas été retrouvé, mais il aurait envoyé beaucoup de messages à la jeune fille dans la journée du 25 octobre. La police découvre que cette même nuit, le portable d'Ahmad était éteint pendant 45 minutes environ, entre 21h30 et 22h15. Lorsque l'appareil a été réactivé, il a été localisé près du cabanon où le corps de Shaina a été retrouvé. Le jeune homme, quant à lui, est blessé, ce que les enquêteurs attribueront à un retour de flamme lors de la mise à feu du corps de Shaina. Ahmad, lui, dira que c'est juste de l'eczéma quand il sera interrogé par les policiers. Il va dire qu'il a bien eu des relations sexuelles avec la jeune fille à partir du mois d'août. Mais il assure qu'ils se sont séparés depuis. Il ne manifeste aucune compassion à l'égard des faits qu'on lui reproche. Des expertises psychologiques démontrent qu'il aurait un tempérament narcissique. Ahmad aurait été désireux de préserver son image,
car sa vie était régie par de nombreux interdits culturels et religieux au sujet de la sexualité. D'après l'enquête, Ahmad aurait donné rendez-vous à Shaina le 25 octobre dans la soirée. L'annonce de la grossesse de la jeune fille avait été faite et il savait qu'elle désirait garder l'enfant. Shaina ne s'est pas méfiée de cette demande. Après tout, c'était son petit ami, alors elle n'avait pas à se méfier. C'était tout à fait normal de le retrouver après tout. Elle quitte le domicile après un dîner avec sa famille en laissant ses affaires. Le 1er mars 2022, le tribunal pour enfants de Senlis condamne les agresseurs de Shaina. 3 d'entre eux vont prendre 8 à 12 mois de prison avec sursis probatoire. Ils doivent respecter des conditions s'ils ne veulent pas se retrouver en prison. L'un des agresseurs ayant fait appel, il y aura un nouveau procès. La famille Hansi doit se préparer à cette nouvelle audience, en plus de celle concernant le présumé meurtrier de Shaina. Yassine Hansi, le frère de Shaina, devient en quelque sorte le porte-parole de sa famille. Il n'hésite pas à parler dans les médias et les plateaux de télévision. Il est invité à l'émission Quelle époque en novembre 2022, sur la chaîne de télévision France 2, à l'occasion de la sortie d'un documentaire consacré à sa sœur. De nombreuses personnalités sont présentes, dont Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Accompagné de l'avocate de la famille Hansi, Maître Negar Haïri, Yassine parle avec respect de qui était sa sœur, de ce qu'elle a vécu avant de mourir tragiquement. Il dénonce les lenteurs de la machine judiciaire concernant le procès du responsable de la mort de sa sœur. Il n'hésite pas à montrer l'un des derniers effets que Shaina portait lors de sa mort, une bague calcinée qui avait permis l'identification du corps de sa sœur. Yassine revient également sur le procès des agresseurs de sa sœur lorsqu'elle avait 13 ans, qui a eu lieu un peu plus tôt dans l'année. Le jeune homme décrit comment les accusés se sont présentés au tribunal. Ils avaient un grand sourire aux lèvres quand ils ont appris que leur peine de prison c'était que du sursis. Il indique également qu'il a fait confiance à la justice, mais qu'il avait ressenti l'envie de se venger par lui-même. Son avocate affirme que les moyens employés par l'État dans le domaine de la justice ne sont pas suffisants pour poursuivre les responsables de crimes. Le 1er juin 2023, les agresseurs de Shaina ont été condamnés par le tribunal pour enfants d'Amiens à des peines de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis. 6 mois à 2 ans de prison, c'est tellement peu quand on sait ce qui s'est passé. Ça fait mal au cœur de voir ces personnes en liberté. Ils mériteraient largement de la prison ferme. Enfin bref. Le lundi 5 juin, jour de l'ouverture du procès, Yassine Hansi organise un rassemblement à 8 h devant le tribunal. Un violoncelliste est présent et joue pour toute l'assemblée qui est réunie pour Shaina. Les gens sont nombreux pour soutenir les parents et le frère de la jeune disparue. Le procès d'Ahmad s'ouvre le 5 juin 2023, donc autant vous dire que c'est très récent. Il se tient à huis clos à la cour d'assises des mineurs de l'Oise à Beauvais. L'accusé qui a 20 ans désormais clame son innocence. Le jeune homme ne parle presque pas au cours de l'audience. Il se contente de baisser la tête ou de répondre qu'il n'est pas d'accord avec les faits rapportés ou les paroles qu'il aurait prononcées. Ahmad n'aurait pas hésité à révéler sa responsabilité dans la mort de la jeune fille auprès de codétenus. Il refusait d'être vu comme le père d'un bâtard, alors que la mère était la fille facile du quartier. Il préférait prendre 30 ans plutôt que d'être le père d'un fils de... Vous avez compris, j'ai pas besoin de le dire. Je vous avoue que j'ai du mal avec tout ce que ce meurtrier peut dire. Dire de telles méchancetés avec une personne qui était amoureuse de toi, dire de telles crasses alors qu'elle est morte aujourd'hui, je vous avoue que ça me met dans une colère, mais... Vaut mieux que je me calme. Mesquina, la pauvre Shaina, n'a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Elle est tombée sur une vraie merde, et ça, je peux le dire. Les médecins et experts ayant examiné l'accusé le décrivent comme une personne narcissique et dénuée de remords. Pour l'avocate d'Ahmad, Maître Elise Arfi, il n'y a aucune preuve matérielle de l'implication de son client. L'avocat général Loïc Cabrial plaide pour que l'accusé soit condamné à 30 années de réclusion. L'accusé étant mineur au moment des faits, il sera considéré comme un adulte, compte tenu de la gravité de ses actes, par une demande spéciale. C'est une demande assez rare qui n'a été prise en compte que peu de fois au cours de l'histoire judiciaire française. L'accusé doit être âgé de 16 à 18 ans et cette demande doit être justifiée par plusieurs critères. À ce stade, Ahmad risque jusqu'à 20 ans de prison. Au terme de 5 jours de procès, l'accusé est reconnu coupable de meurtre et il sera condamné à 18 ans de prison. Quand il va apprendre sa sentence, il va clamer son innocence. Son avocate Elise Arfi va décrire son comportement lorsqu'il a appris tout ça. Il a explosé, il a été très choqué, chose qu'on peut comprendre à l'annonce d'une peine de 18 ans pour un jeune homme qui vient d'avoir 20 ans. Bien qu'il plaide son innocence face au crime, il ne fait pas appel de cette décision dans les jours suivant le verdict. La famille de Shaina est déçue. Les parents ainsi que le frère de l'adolescente s'expriment face aux journalistes. Shakil va dire notamment les choses suivantes. « Je suis très déçu de la justice. La justice n'a pas été à la hauteur des actes qu'il a commis.
Poignarder, faire tomber Shaina, vider l'essence et allumer le feu. Il méritait un peu plus. Je suis dévasté. Et honnêtement, ici je le comprends totalement. Savoir que ce criminel va ressortir un jour, sachant tout ce qu'il a fait, c'est juste terrible. Bref, le fait qu'Ahmad ne demande pas la révision de ce procès conforte les parents et le frère de Shaina sur sa culpabilité. Ahmad avait 10 jours pour faire appel, mais il ne va jamais le faire. Si ça veut pas tout dire. Je pense que ça en dit long sur sa culpabilité. L'avocate de la famille Nsi, Maître Negar Ayri, exprime également son ressenti suite au verdict reçu par l'accusé. La justice l'a traité comme un enfant alors que c'était un crime d'adulte. C'est entre 8 et 14 coups de couteau qu'elle a reçus. On en a compté au minimum 8 au moment de l'autopsie. Versement de l'essence sur son visage alors qu'elle respirait encore, et aussi la mise à feu du corps. Il y a sur chaque coup de couteau une réitération de la volonté de tuer. Il me semble que c'est un crime grave, un crime d'adulte. Elle estime que la peine maximale de 20 ans aurait dû être appliquée en raison de la brutalité du crime. Shaina n'a pas été entendue lors de sa démarche de dépôt de plainte, où sa parole et son attitude ont été analysées d'une mauvaise manière. Si elle portait des traces de violence sur elle, l'adolescente ne montrait pas son traumatisme, étant en état de sidération. Elle n'est pas vue comme la bonne victime auprès des autorités, alors qu'un profil de victime, je le précise, ça n'existe pas. Si tu vas te plaindre, tout le monde devrait être considéré, c'est hyper important. Elle a été par la suite violentée à nouveau par son ex-petite amie et des amis, et sa réputation fabriquée a joué dans sa rencontre avec Ahmad. Shaina était vue comme un objet dont on sert, et non d'une véritable personne. Son désir de poursuivre sa grossesse n'a pas été entendu non plus, et son nouveau petit ami a voulu régler ce problème à sa manière. Le fait que l'accusé n'a pas été jugé comme un adulte, alors que le crime est d'une violence inouïe, révolte l'avocate de la famille. Yacine donne son ressenti le jour même sur son compte Twitter. Il exprime la honte qu'il ressent envers la justice suite au verdict. Veillez sur vos mères, sœurs, femmes. On n'est plus en sécurité, car la justice n'est pas à la hauteur. Lui qui avait confiance en une condamnation juste à l'égard du meurtrier de sa sœur, se sent trahi. Il rédige par la suite une lettre ouverte au président de la République, Emmanuel Macron, publiée dans la presse. Il exprime la frustration qu'il ressent par rapport au traitement que sa sœur a subi au cours des 2 dernières années de sa vie, que ce soit par la sphère médicale, judiciaire et policière. La première agression sexuelle que Shaina a vécue n'a pas été prise au sérieux, selon lui. Yacine Nsi fonde l'association Justice pour Shaina. Il sensibilise les enfants dans les écoles sur les conséquences que peuvent causer une mauvaise réputation. Le jeune homme poursuit son combat en l'honneur de sa sœur pour sensibiliser les gens. La situation qu'a vécue sa sœur suite à un viol collectif ne doit plus se produire. Ainsi se termine l'affaire Shaina Nsi. Et je dois vous avouer que je ressens de la colère et de la tristesse. Miskina, elle est partie bien trop tôt. Allah yarahma et qu'elle puisse reposer au paradis. Cette affaire, comme je le disais, elle est très touchante. Et encore une fois, elle aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Et je me répète, à n'importe qui. Je le répète souvent, c'est vrai, mais on aurait pu être le frère de Shaina et subir tout ce qu'il a subi psychologiquement. On aurait pu être ses parents et voir sa propre fille partir de la sorte. J'ai même pas les mots sérieux. À l'heure actuelle, ils ne doivent même pas dormir la nuit. Ça doit être une torture mentale, tu dois faire que y penser jour et nuit. Ça fait vraiment de la peine pour la famille aussi, donc grosse force à eux. Les 2 dernières années qu'a vécu Shaina n'ont pas dû être de tout repos. La jeune fille a été violentée et violée par plusieurs individus, puis pointée du doigt par les voisins de son quartier. Un tel comportement, c'est inadmissible. Je me dis que beaucoup trop de choses sont à revoir dans notre société quand on voit ça. J'ai à cœur de traiter des affaires qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur ce qui peut se passer dans notre pays ou les pays alentours. Les crimes d'honneur, les féminicides, les actes brutaux ne devraient pas exister. Et quand je vois que les victimes sont de plus en plus jeunes, je me demande où va le monde. 15 ans, c'est beaucoup trop jeune pour partir. J'ai une pensée pour la famille de Shaina qui s'est battue corps et âme pour que justice soit faite. Shaina a toujours été soutenue par ses parents. Elle a porté plainte suite à ce qu'elle a vécu à 13 ans et la justice a répondu assez tard en condamnant les responsables. Les 2 dernières années de son existence étaient terribles. Entre brutalité, propos abjects, une vie très dure. Shaina reprenait le contrôle de sa vie, ce qui ne semblait pas être au goût de certaines personnes. L'adolescente demeure dans le cœur de ses proches comme une jeune fille qui forçait l'admiration et qui aimait les autres. Enfin bref, j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'attends vos retours avec impatience et j'ai hâte de vous lire. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser ici et merci de m'avoir écouté. Et plus que jamais, profitez de vos proches, c'est hyper important. On ne sait pas comment la vie est faite, ça peut aller très vite, donc profitez un maximum. Sortez un peu, faites leur plaisir, faites-vous plaisir surtout.
Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.